nous pour faire donc un récap de 2021 et parler de notre perspective en 2022. Donc, je suis Pierre Noisa, le fondateur de Paymium. Pour ceux qui m'ont déjà vu dans d'autres instances. On existe depuis 10 ans. On est la plateforme de référence en France pour le trading de Bitcoin, Bitcoin Euro. Et on propose bientôt aussi d'autres cryptos. Je suis accompagné ce matin par Claire Balva de KPMG. Salut Bonjour Pierre. Claire. Merci. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la première slide. Donc, souvent, on nous demande comment prédire un peu l'évolution de Bitcoin, notamment le prix, évidemment. C'est une question qui revient fréquemment quand on travaille dans Bitcoin, comme moi, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, il y a trois choses, en fait, je crois qu'il faut distinguer. La première, c'est la progression de la technologie Bitcoin. Donc, ça, c'est le premier slide dont je vais développer un petit peu. La technologie Bitcoin, il faut bien comprendre qu'elle progresse tous les ans. Il y a des avancées, souvent plusieurs releases même du logiciel Bitcoin Core par an. Donc, il y a la progression de la technologie. Deuxième point, c'est la progression de l'adoption. Le réseau lui-même, plus il y a de monde dessus, plus il a de valeur. C'est la fameuse loi qui dit que l'utilité d'un réseau, ça varie comme le carré du nombre d'utilisateurs. Donc la valeur du réseau, c'est son utilité. Donc on a une croissance quadratique, on va dire, année après année de la valeur du réseau. Et puis il y a le troisième facteur que les gens oublient souvent, c'est le comportement de l'euro lui-même. L'euro, il est dilué parce qu'il y a de la création monétaire, et en particulier en période de Covid. Chaque année, disons, il y a peut-être 10% d'euros de plus en circulation en temps normal. Et puis quand il y a une crise comme le Covid, c'est tout d'un coup 30% par an de plus. Donc la vraie inflation, c'est l'inflation de la masse monétaire des euros. Ce n'est pas ce que nous dit l'INSEE avec 2-3% sur un panier de consommation qui a été fait pour que ce soit 2 ou 3%. La vraie inflation, c'est 30% en année Covid. Donc ces 30%, on les retrouve dans le prix de l'immobilier, on les retrouve dans le prix des actifs, comme les actions ou les crypto-monnaies. Donc ce troisième aspect, dilution de l'euro, il est souvent oublié, mais si on parle d'évolution du prix du Bitcoin, il y a ça aussi. Alors je vais parler du premier aspect que j'ai cité, c'est-à-dire la progression de la technologie. Donc en 2021, l'événement, c'était Taproot, c'était une mise à jour qui s'appelle Taproot, qui comporte plusieurs avantages. Donc, je dirais principalement l'introduction d'un nouveau type de signature, qui sont les signatures de Schnorr. C'est le nom du monsieur qui l'a inventé, Schnorr. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs depuis avant Bitcoin, ces signatures Schnorr. Il y avait différentes raisons qui faisaient que n'était pas dans la version initiale de Bitcoin, parce que des problèmes de brevets notamment. Et ces brevets étant tombés dans le domaine public, il était naturel d'intégrer les signatures Schnorr dans Bitcoin, puisqu'elles présentent un certain nombre d'avantages, notamment le fait que si on a une adresse dite multisignature, c'est-à-dire contrôlée par plusieurs personnes, plusieurs clés, et bien avec les signatures Schnorr, on peut faire ce qu'on appelle de l'agrégation de clés, donc faire en sorte que cette transaction n'apparaisse que comme une transaction totalement normale pour un observateur extérieur. Donc on améliore la confidentialité des transactions Bitcoin d'une manière générale grâce à ce processus, et aussi d'autres avantages sur lesquels je ne vais pas m'étendre ce matin parce que c'est évidemment assez technique. Il y a aussi, dans cette mise à jour de Bitcoin en 2021, il y a aussi une grosse amélioration, une grosse mise à jour du langage de programmation de Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Script, et qu'on appelle TapScript, mais en fait c'est juste Bitcoin Script avec davantage de potentialités d'instructions, sachant que les instructions sont en nombre bien contrôlé, parce que chaque instruction, chaque fonctionnalité, c'est un sujet de sécurité qui peut émerger. Donc maintenant, on a avec Bitcoin un langage qui permet de faire ce qu'on appelle communément des smart contracts, notamment parce qu'il y a aussi dans Taproot un mécanisme pour permettre de construire des scripts plus complexes que ceux qu'on avait avant. Donc avec toutes ces trois améliorations, donc Schnorr, le langage
de script, TypeScript, eh bien, on a, et Mast, donc cette fameuse arborescence qu'on peut avoir maintenant dans les scripts, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant pour faire des smart contracts avec Bitcoin. Donc ça réduit l'écart, disons, entre Bitcoin et des plateformes plus orientées, donc smart contracts comme Ethereum et d'autres. Donc voilà pour l'avancée technologique en 2021, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque année, il y en a, c'est pas juste en 2021. Et c'est ça aussi qui explique la forte progression de Bitcoin qu'on peut observer de manière générale. Voilà, slide suivant. Donc si on peut passer au slide suivant, merci. Alors, le réseau Lightning, c'est une autre amélioration qui, elle, date d'avant Taproot. Donc c'était quelque chose qui a démarré en 2015 avec un white paper par 2 étudiants en computer science qui ont inventé, je dirais, le protocole Lightning et qui a mis donc plusieurs années à mûrir avec plusieurs sociétés qui travaillaient sur la technologie. Et on peut dire qu'en 2021, on a vu vraiment le décollage de Lightning avec un déploiement donc tout à fait intéressant de la techno, qui est une techno dite de couche 2, donc qui permet vraiment de passer à l'échelle. Avec Lightning, on peut avoir potentiellement des millions de transactions par seconde, plus que Visa ou Mastercard. Je dirais plus raisonnablement, sans doute, sachant que Visa, Mastercard, on est plutôt autour de 50 000 transactions par seconde. En tout cas, on peut facilement aller jusque-là avec Lightning, ce qui n'était pas le cas, évidemment, avec des transactions on-chain. Donc, je vais te passer la parole, Claire, peut-être pour développer ce côté adoption qui est fortement facilité par Lightning. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est une réflexion, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion qu'on a vue cette année, notamment avec l'utilisation de Lightning au Salvador, qui a adopté Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Et donc forcément, quand vous adoptez Bitcoin comme monnaie ayant cours légal dans un pays, vous êtes obligé de vous poser des questions sur la scalabilité parce que on ne peut pas faire des transactions en Bitcoin avec les frais qui sont là quand vous faites une transaction on-chain parce que ça devient ingérable. Donc c'était absolument nécessaire d'avoir une solution de scalabilité et Lightning était la plus mature. Et donc l'arrivée de Bitcoin au Salvador a vraiment été l'occasion de tester, j'ai envie de dire, à grande échelle le réseau Lightning. Et donc on voit aujourd'hui que c'est plutôt un succès. Alors malgré quelques problématiques sur le wallet Chivo au Salvador, mais c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant de voir que finalement sur Bitcoin, on a désormais cette deuxième couche qui nous permet d'avoir une scalabilité et qui permet de surcroît d'entériner le fait que le minage et l'énergie qui est dépensée pour le minage est désormais vraiment un coût fixe par rapport au nombre de transactions. C'est-à-dire que, vous savez, avant, on avait des comparaisons pour dire finalement une transaction en Bitcoin, ça représente tant en énergie. En fait, là, avec Lightning, on entérine le fait que ça n'a plus aucun sens de dire ça, puisqu'on peut faire un très grand nombre de transactions avec toujours la même énergie dépensée pour le minage. Donc Lightning permet vraiment le passage à l'échelle de Bitcoin sans dépenses énergétiques supplémentaires, ce qui est un véritable atout. Absolument. Et les transactions off-chain, de toute façon, elles existaient même avant Lightning, puisque sur un exchange comme Paymium, il y a des centaines de milliers, des dizaines, même des millions de transactions donc, qui se passent off-chain entre des acheteurs et des vendeurs. Et ça se passe en base de données centralisée à ce moment-là. J'ai coutume de dire, c'est comme si vous êtes sur une plateforme comme Paymium, vous échangez des bitcoins, c'est comme si c'était un Paymium coin qui était dans un lien 1 pour 1 avec un bitcoin, et quand vous sortez dans la blockchain, quand vous sortez de la plateforme, vous retrouvez vos bitcoins sur la blockchain. Mais c'est bien des transactions off-chain qui ont lieu sur un exchange centralisé. L'avantage de Lightning, c'est que c'est totalement décentralisé. C'est ça qui est tout à fait intéressant. On a des transactions off-chain décentralisées. Exactement. Mais ces transactions off-chain, de toute façon, elles existent dans les cryptos de manière, je dirais, endémique, pour utiliser un mot à la mode. C'est vrai. Les puristes diraient que la décentralisation est peut-être un peu plus pure et un peu plus souhaitable dans ce monde-là. Donc ça reste une bonne nouvelle de se dire qu'on peut avoir des transactions décentralisées de manière scalable. C'est ça, c'est scalable en plus. Voilà ce qu'on peut dire sur Lightning. Bon, il y aura des questions-réponses à la fin si vous voulez qu'on développe davantage. Alors le prix, bon, c'est évidemment le sujet qui est pour
pour j'ose pas employer le mot homme de la rue parce que ça fait vraiment un peu old school, mais le taxi qui m'a amené ici ce matin me parlait du prix du Bitcoin. Donc ça devient un sujet quand même comme les actions, comme les actions en bourse. Donc c'est le sujet qui est le plus visible. Donc forte progression du prix moyen du Bitcoin en 2021, ça c'est certain, 300%. Je crois que depuis 10 ans, on est entre 200 et 300% par an. Il faut quand même le rappeler à ceux qui disent « Ouh là là, mais ça a baissé ». Si on le voit très bien sur ce graphique, quand ça baisse, ça monte derrière. Et quand ça baisse, c'est pour des raisons souvent exogènes à Bitcoin. C'est ça surtout qu'il faut comprendre, c'est que c'est plutôt des mouvements tectoniques sur les marchés financiers que des mouvements qui sont liés à la technologie Bitcoin, elle progresse chaque année, l'adoption, elle progresse aussi. Donc il faut comprendre que ces variations du prix, c'est plutôt côté euro que côté Bitcoin. Quand on a un prix d'une matière première ou d'un actif comme Bitcoin, c'est bien un prix exprimé dans une certaine monnaie. Et si on l'exprime en euros, on va refléter aussi la volatilité de l'euro. C'est ce qui se voit très bien sur ce graphique. Je sais pas si tu veux compléter. Complètement d'accord. En fait, pour moi, le prix, c'est vraiment c'est la face émergée de l'iceberg. Et c'est vrai que moi, la plupart des demandes, ne serait-ce que des demandes médias, par exemple, que j'ai, c'est des demandes sur le prix où on me demande de commenter une hausse de 20% ou une baisse de 20%. Donc là, dans les derniers jours, j'ai eu des demandes pour venir commenter la chute du prix du Bitcoin. Donc c'est vrai que c'est souvent ça. Mais je trouve ça dommage presque que ça soit traité uniquement par l'angle du prix parce que derrière, il se passe énormément de choses. Et je pense qu'il faut aussi prendre du recul parce qu'on a l'impression qu'une chute de 20%, c'est énorme. Et donc là, je vois des médias qui titrent le Bitcoin atteint son prix le plus bas depuis 6 mois. Mais en fait, 6 mois, c'est rien du tout. Et donc, il faut arriver à prendre du recul. Et c'est dommage, le graphique s'arrête en 2016. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivée dans ce monde-là en 2015. Et en 2015, alors c'était l'hiver nucléaire des cryptos en 2015. Et 2015, je me souviens, on parlait avec beaucoup de nostalgie du pic qu'il y avait eu en décembre 2013, qu'aujourd'hui, on ne voit même plus sur les graphiques en valeur absolue, quoi. On a l'impression que c'est tout plat. Alors que quand on regardait les graphiques à l'époque, ils avaient un peu la même tête que là, avec des grandes hausses, des grandes baisses, qui nous semblent désormais complètement insignifiantes, parce qu'aujourd'hui, les prix sont devenus beaucoup plus importants qu'à l'époque. Hein. Je me souviens que ça valait 400 €, 500 € en 2015. Ouais. À cette époque-là. Oui, tout à fait. C'est pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis un certain temps, c'est vrai que le prix est devenu plus anecdotique. C'est vrai que la baisse du Bitcoin est devenue un événement davantage que la hausse, puisque la hausse est tendancielle. Donc, c'est plus intéressant de parler de la baisse effectivement que la hausse, puisque sur les graphiques, on le voit, ça n'arrête pas de monter. Mais il y a effectivement des creux, et c'est effectivement, du point de vue journalistique, peut-être plus intéressant de parler d'un creux. Mais comme je le disais, c'est souvent des causes exogènes à Bitcoin. Donc, nous, ceux qui sont dans l'écosystème Bitcoin, quand ça baisse, moi je parle souvent de l'euro à ce moment-là, hein, quand ça baisse, parce que c'est souvent là qu'il faut chercher la cause, en gros, de ces mouvements, des marchés financiers non crypto et des marchés et du forex. Voilà, si on peut avancer, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Alors la comparaison avec l'or est beaucoup plus intéressante, puisque l'or, lui, n'est pas sujet à la création monétaire comme l'euro. Donc j'irai observer l'évolution du prix du Bitcoin par rapport à l'once d'or. Ça, c'est beaucoup plus intéressant du point de vue, si on veut essayer de mesurer la progression vraiment intrinsèque de Bitcoin. Donc le cours du Bitcoin par rapport à l'once d'or est beaucoup plus intéressant. Au début, un Bitcoin, ça valait une once. Il y a quelques années, je me souviens, on avait célébré le fait qu'un Bitcoin valait autant qu'une once d'or, et aujourd'hui, on est plutôt sur un lingot d'or. Hein. C'est ça qui, je dirais, en termes d'image, on peut retenir. On est maintenant sur le lingot. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2021, donc comme le montre ce graphique, enfin ce slide, parce que je ne suis pas sûr de la taille du carré là, mais bon, passons. On dit que ça représente, je crois, 7%, donc si je lis bien, il y a 7% de ce qui est investi en or qui est investi en Bitcoin. Donc on voit un rapport de 1 à 10, plus qu'un à 10 entre l'or et Bitcoin en tant que réserve de valeur. Ce qu'on peut prédire de manière assez naturelle, c'est que ce rapport va s'équilibrer davantage au fil du temps, parce que la nouvelle génération est plus apte à reconnaître les avantages de Bitcoin par rapport à l'or, qui sont assez nombreux si on les aligne. Dans les deux cas, on a une réserve d'énergie, on a une représentation de l'énergie. Hein, Bitcoin, une pièce d'or, ça représente l'énergie du minage, de l'extraction qui requiert beaucoup d'énergie, beaucoup plus que Bitcoin. Le minage de l'or, je le rappelle souvent, requiert beaucoup plus d'énergie que le minage de Bitcoin. Donc une pièce d'or, c'est d'abord une proof of work, une preuve de travail, une preuve d'énergie, comme Bitcoin. Donc une pièce d'or, c'est une preuve physique
une preuve d'énergie physique. Bitcoin, c'est une preuve mathématique, mais c'est toujours une preuve d'énergie dans les deux cas. Donc les deux peuvent être utilisés du coup comme réserve de valeur. Et ce qu'on peut observer, c'est effectivement un transfert de ce qui était investi en or maintenant pour partie sur le Bitcoin. Et ce mouvement est enclenché depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on va peut-être vers du 50-50. Et si on va sur du 50-50, c'est là qu'on peut prédire facilement que le cours du Bitcoin serait très supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux... Complètement d'accord. Moi, je le vois beaucoup dans mes interactions avec des gestionnaires d'actifs, par exemple. Alors, aux États-Unis, ils sont particulièrement en avance. Hein. Il y a des statistiques qui étaient sorties qui montrent qu'à peu près un tiers des gestionnaires d'actifs américains, en 2020, détenaient... Alors, c'était des cryptos en général, mais on peut supposer que dans les cryptos, ils mettent au moins un peu de Bitcoin. Donc c'est vraiment une tendance de fond et je pense que Bitcoin est devenu là-dessus un actif comme un autre et a fait ses preuves comme réserve de valeur. Et je sais qu'il y a certains fonds qui ont même étudié finalement quel pourcentage de Bitcoin il faudrait avoir dans son portefeuille pour que ce soit vraiment de la diversification et pour limiter la volatilité. Et on tournait autour de 2%. Je crois que c'est Tobam qui sortait ça dans ses études. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, des acteurs finalement très traditionnels, très institutionnels, même s'intéressent à Bitcoin comme une réserve de valeur et plus comme un actif un peu bizarre qui circule sur Internet. Donc oui, complètement d'accord. Je pense que c'est même quelque chose qui est admis. Et aujourd'hui, dans le discours public, ce que j'entends, c'est non, Bitcoin, c'est pas une monnaie, c'est un actif, ok, mais c'est pas encore une monnaie. Donc finalement, cette caractéristique d'actif, elle a été complètement adoptée. Ouais, je crois que le débat sur est-ce que c'est une monnaie ou pas, alors Madame Lagarde nous répète souvent que c'est pas une monnaie, bon c'est normal puisqu'elle défend la sienne, mais je pense qu'il y a une confusion dans son esprit et dans l'esprit de pas mal de gens entre preuve d'enjeu et preuve d'énergie. Effectivement, la preuve d'énergie n'est plus une monnaie, alors n'est plus utilisée comme une monnaie. Ça a été une monnaie, mais ça n'est plus utilisé comme telle, puisqu'à partir du moment où vous avez ce que j'appelle moi de la monnaie promesse, c'est-à-dire des preuves d'enjeu ou de la monnaie qui peut être fabriquée de manière ex nihilo, de manière sans limite, hein, puisque c'est le cas de l'euro, on est sur de la promesse d'énergie future. On n'est pas sur une preuve d'énergie, on est sur une promesse d'énergie future qui va être fournie par l'emprunteur. Donc du coup, si on peut créer de la monnaie ex nihilo, effectivement, cette monnaie-là va être utilisée. C'est la fameuse loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc vous allez avoir tendance à vous en débarrasser. Donc vous allez utiliser une monnaie plutôt preuve d'enjeu, une monnaie plutôt diluée comme l'euro, que la réserve de valeur que vous allez avoir tendance plutôt à garder pour l'épargne. Donc vous allez peut-être vendre des bitcoins pour partie au fil du temps si vous avez besoin de liquidité, mais dans les échanges, vous allez utiliser de la monnaie. Donc c'est ça, en fait, je pense, qui est dans les esprits des gens comme Madame Lagarde, qui sont un peu disons, dans l'ancien système, qui n'ont pas basculé sur le nouveau paradigme proposé par les cryptos. Donc la monnaie promesse va effectivement continuer à être utilisée dans les échanges. Je ne pense pas que Bitcoin va remplacer la monnaie promesse. Il y aura toujours une tentation de promettre, hein, toujours par rapport à prouver. C'est toujours plus facile de promettre que de prouver. Mais Bitcoin garde son intérêt en tant que réserve de valeur. Après, est-ce que la monnaie promesse restera l'euro ou sera une autre crypto? Ça, on ne sait pas encore. Hein. L'euro est challengé, à mon avis, plus par les cryptos preuves d'enjeu que par Bitcoin, puisque les monnaies preuves d'enjeu sont beaucoup plus proches du modèle de l'euro, puisqu'elles peuvent être créées en quantité illimitée. Par définition, il n'y a pas d'énergie associée à une preuve d'enjeu. Donc, effectivement, elles sont en quantité illimitée. Elles viennent concurrencer davantage l'euro que Bitcoin, il me semble. Mais ça, je laisserai Madame Lagarde faire ce constat dans quelques années. Là, je te passe la parole parce que c'est vraiment l'univers de KPMG, les grandes entreprises. Non, mais j'en ai déjà un peu parlé. Alors, il y a un syndrome marteau-piqueur à côté de moi, c'est très étonnant. Souci technique de son. Ouais, bon, je crois que ça va être réglé rapidement. Mais effectivement, ce qu'on a observé cette année, c'est, enfin cette année et même l'année dernière aussi, hein, c'est que les acteurs qui portent le cours de Bitcoin sont devenus des professionnels plus que des particuliers. Je me souviens en 2017, quand le prix avait explosé, on voyait la queue à la maison du Bitcoin de gens qui venaient acheter du Bitcoin en tant que particuliers. Et là, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ceux qui viennent acheter beaucoup de Bitcoin, c'est principalement des entreprises. En tout cas, en quantité, c'est beaucoup plus significatif. Et c'est beaucoup plus ça qui a porté le cours. Donc je pense que vous connaissez tous les exemples qui sont sur le slide, hein. Je pense à MicroStrategy, je pense à Tesla, qui a fait pas mal d'annonces un peu rocambolesques, mais qui a quand même investi un montant conséquent.
Et puis en parallèle, on a eu alors, une annonce qui, moi je l'ai vue en tout cas pour les professionnels, a fait beaucoup d'effets, c'était l'entrée en bourse de Coinbase, qui à l'époque, alors moins maintenant avec les cours, mais qui à l'époque était valorisé plus que n'importe quelle banque européenne. Et donc ça a beaucoup fait parler dans le monde traditionnel. Et moi j'ai vu d'un coup beaucoup de banques françaises, et pas que françaises d'ailleurs, se pencher sur la question et se dire finalement il y a du business à faire, déjà, première conclusion. Et puis ces acteurs vont nous faire concurrence à terme. Avec parfois cette forme d'illusion de se dire que ces acteurs vont ensuite développer des métiers bancaires traditionnels, alors qu'à mon avis, de toute façon, les métiers financiers vont aller vers la crypto, donc ces acteurs-là ont pas nécessairement intérêt à devenir des banques traditionnelles, ils ont juste à attendre que tout le secteur bouge vers eux. Mais on commence à voir quand même des acteurs crypto qui se posent la question maintenant de racheter des acteurs traditionnels. Et donc on peut tout à fait imaginer demain des plateformes d'échange type Coinbase ou peut-être Paymium, j'en sais rien, racheter des banques ou des assurances, enfin des acteurs tout à fait traditionnels du monde fiat. Et je trouve ça intéressant parce que finalement jusqu'ici ce monde-là il était un peu dénigré par des acteurs classiques et institutionnels. Et finalement aujourd'hui il y a une forme de déclic de se dire finalement ces acteurs-là ce sont nos nouveaux concurrents. Et on l'a vu avec Internet il y a 20 ans, les nouvelles plateformes, ça semblait être un truc de jeunes, de geeks, de gens qui bossaient dans leur garage sur des choses bizarres. Et finalement, ce sont devenus des acteurs beaucoup plus gros même que les acteurs traditionnels d'hier. Et j'ai l'impression qu'on a un peu la même chose qui se passe avec les cryptos et particulièrement avec Bitcoin. C'est que finalement tous ces acteurs qui semblaient tout petits, qui semblaient être les startups sympas qu'on va voir quand on va faire la semaine d'innovation à San Francisco, en fait sont en train de devenir des concurrents plus gros que les entreprises d'hier. Ouais, c'est frappant. Et, alors, si on peut rester 2 secondes sur le slide, on voit Time Magazine, oui. Et c'est symbolique puisque Time, pour ceux qui se rappellent, le rachat de Time Warner par AOL, ça a été un événement dans le développement d'Internet quand même qui avait fait énormément de bruit à l'époque, puisque les gens se demandaient mais pourquoi AOL finalement ça peut racheter quelque chose d'aussi emblématique que Time Warner, quoi, que c'était un business traditionnel à l'époque. Donc c'est assez marrant de retrouver Time dans ce tableau des cryptos, puisqu'ils sont là aussi en première ligne sur cette transition vers les cryptos, comme il y a eu cette transition vers Internet à l'époque. Oui, et puis on voit aussi que... Moi, ce que je vois par exemple au quotidien, c'est des clients qui sont des entreprises tout à fait traditionnelles, qui viennent nous voir parce qu'elles veulent acheter un peu de Bitcoin ou parfois d'autres cryptos, et elles ne savent pas vers qui se tourner. Elles vont voir leur banque qui leur dit en général, écoutez, nous on touche pas à ça, sauf exception, mais en France elles ont plutôt tendance à dire on touche pas à ça. Et donc elles viennent nous voir pour savoir comment il faut acheter de la crypto, comment il faut la gérer, c'est quoi des clés, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend un ledger, un multisig. Et finalement elles ne sont pas accompagnées par des acteurs classiques et elles sont obligées de se tourner vers des acteurs crypto. Et donc c'est pour moi l'inaction, j'ai envie de dire, des acteurs financiers traditionnels qui fait monter les acteurs du Bitcoin, tout simplement. Tout à fait. Et je suis sûr, Claire, que tu les envoies chez Paymium autant que tu peux. Je leur communique une liste des PSAN, pour être tout à fait honnête. Mais voilà. C'est ça. Ceux qui sont donc enregistrés à l'AMF. Alors peut-être tu peux aussi commenter ce slide sur la régulation. Parce que c'est vrai. Voilà, c'est une belle transition. Effectivement, on a vu en 2021 arriver le label PSAN, alors dont on entendait parler depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il a été effectif en 2021 et on a vu donc des acteurs dont Paymium obtenir ce label auprès de l'AMF dans le courant de l'année. Alors il y a eu du positif et du négatif. J'ai envie de dire le point positif, c'est que ça a apporté une forme de stabilité quand même à cet univers réglementaire et que ça a permis de rassurer, je dirais, les utilisateurs, en tout cas les entreprises. Moi je le vois dans mes clients qui veulent investir dans les cryptos. C'est très rassurant de se dire qu'il y a des acteurs qui sont réglementés par l'AMF et qui ont ce label-là. Donc c'est rassurant auprès des investisseurs. Ça a été en revanche moins rassurant auprès des partenaires bancaires, ce qui était un des objectifs aussi de ce label. Je me souviens en 2017, on s'était retrouvés, tu étais là d'ailleurs, on a été à les petits déjeuners avec Bruno Le Maire qui recevait plein d'entrepreneurs crypto. Et le premier problème et le plus gros problème, c'était l'obtention des comptes bancaires. Et malheureusement, cette réglementation avec le label PSAN n'a pas permis
d'avoir des comptes bancaires, puisqu'on a vu même pendant l'année certains acteurs qui, une fois qu'ils avaient obtenu le statut PSAN, se faisaient remarquer quelque part auprès de leur banque et donc se faisaient fermer leur compte. Donc finalement, ça n'a pas du tout aidé et c'est dommage. En revanche, je vois aussi, moi, au quotidien, un certain nombre de banques qui vont creuser et qui, désormais, laissent leurs investisseurs faire des virements vers des plateformes PSAN. Donc on a une petite progression, mais qui n'est pas du tout aussi élevée que ce qu'on espérait. Alors après, sur la réglementation, il y a plein de choses à dire. En ce moment, il y a toute une harmonisation qui est en cours au niveau de l'Europe avec MiCA, qui n'est pas encore complètement sortie, mais effectivement, on a parfois des annonces qui laissent présager d'une réglementation quand même assez stricte, ce qu'on ne souhaite pas forcément, mais on a quand même hâte de voir quelle homogénéité on va avoir en Europe, parce que c'est vrai qu'en France, on a ces contraintes-là qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Donc voilà, à voir si ça va nous permettre quand même d'exporter un peu plus nos acteurs à l'international. Oui, effectivement, on ne peut pas dire, nous étant enregistrés à l'AMF en tant que PSAN, donc depuis en 2021, on ne peut pas dire effectivement que ça a été un changement radical dans nos relations avec les banques. Ça reste compliqué. Il y a toujours cette sorte de conflit d'intérêts entre faisant partie d'un réseau qui s'appelle le réseau euro, qui est dont les banques sont finalement les nodes, hein, les points relais de ce réseau, ce sont les banques, et on leur demande effectivement de s'interfacer avec d'autres réseaux, et pour eux c'est nouveau, puisque le réseau, comme vous le savez, le réseau euro, c'est un réseau qui est imposé, on est obligé de l'utiliser. La grande différence entre les cryptos et l'euro, c'est que vous êtes obligé d'utiliser l'euro, vous n'êtes jamais obligé d'utiliser n'importe quel crypto. Ça reste, on est dans le domaine de... Donc c'est une dimension, c'est un débat évidemment qui va assez loin, qui est essentiellement politique, hein, évidemment, puisque cette vision de la monnaie, c'est aussi une vision du monde et une vision donc in fine politique. Donc on est face à tous ces obstacles, mais ça me fait dire qu'à mesure que ces obstacles sont levés ou sont facilités, Bitcoin va continuer à progresser. Et vu où on en est aujourd'hui, et comme tu le soulignais, Claire, les gens, pour certains, n'ont même pas forcément la liberté d'utiliser leur propre argent, parce qu'on va bloquer leur virement vers des plateformes. Ça arrive moins peut-être avec effectivement ce statut PSAN. Voilà. Alors sur le Bitcoin, sur l'économie durable. Alors là aussi, c'est un des poncifs qui est avancé par les critiques de Bitcoin, donc en gros des lobbyistes du système euro, qui voudraient faire croire que quelque chose qui consomme de l'énergie ou qui utilise de l'énergie serait forcément nocif pour l'environnement. Évidemment, c'est une vision très simpliste et complètement biaisée de la question, et qui est même fausse, puisque pour l'avoir étudié, moi-même étant convaincu de l'importance de la transition écologique, je considère qu'au contraire, Bitcoin, c'est un atout dans la transition écologique, puisque ça va permettre donc de créer un prix plancher pour les énergies durables, les énergies renouvelables qui créent des surplus. Hein, contrairement aux énergies fossiles où il n'y a pas de surplus. Pourquoi il n'y a pas de surplus chez les énergies fossiles? Parce que ce sont des réserves. Hein, il y a une réserve, vous pouvez toujours la garder. C'est d'ailleurs ce que fait l'OPEC, hein, quand ils veulent faire monter le prix du pétrole, ils diminuent leur production, ce qu'ils appellent leur production, en fait, l'extraction de leurs réserves. Donc, dans les énergies fossiles, on n'a pas de surplus, on gère le stock. Par contre, dans l'hydraulique, par exemple, vous avez l'eau qui arrive constamment, et s'il n'y a pas de demande en face de cette offre, vous avez le prix qui peut chuter. Et c'est ce qui se passe. Et Bitcoin permet de rémunérer les producteurs quand la demande chute. Hein, Bitcoin est une demande qui peut faire de l'arbitrage géographique. Les mineurs Bitcoin peuvent se déplacer et aller là où il y a des surplus, et de ce fait, il facilite le financement donc, de ces infrastructures, que ce soit hydraulique, éolien ou autre. Alors personnellement, je ne suis pas très fan de l'éolien ou du solaire, parce que ce n'est pas des énergies très propres, mais l'hydraulique, effectivement, peut être facilité par, ou le géothermique aussi, peut être facilité par Bitcoin, puisque les mineurs Bitcoin peuvent améliorer le plan d'affaires de ces projets, hydrauliques ou géothermiques. Et ça, c'est très très intéressant pour la transition écologique. Alors, dire que Bitcoin pollue parce qu'il utilise l'énergie, c'est évidemment complètement faux du coup, puisque dans le cas, quand on utilise une énergie en surplus, elle est perdue, donc on utilise une énergie qui serait autrement perdue pour tout le monde, donc il n'y a absolument aucun
dommages écologiques liés à l'utilisation de l'énergie par Bitcoin. Donc une fois qu'on a compris ça, on sait que ce qu'on entend de certains est totalement biaisé, notamment ils soulignent l'utilisation d'énergie par Bitcoin, mais il faut savoir que le minage de l'or, tout simplement, est utilise beaucoup plus d'énergie que Bitcoin. Et pourtant, ça n'empêche pas les banques centrales de stocker de l'or. Donc si elles sont aussi concernées que nous par l'environnement, elles devraient s'intéresser donc davantage à Bitcoin en tant que substitut à l'or. Ouais, non, mais, alors moi, je vois beaucoup de mes clients qui me parlent effectivement de ce côté écologie, qui voient comme un problème effectivement sur Bitcoin. Alors c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils en parlent finalement pas parce qu'ils sont militants écologistes, hein, parce qu'effectivement on peut se dire que quelqu'un qui a des convictions écologiques va dire du minage de Bitcoin près d'une centrale à charbon, c'est pas bien. Bon, effectivement, là, on est tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Mais aujourd'hui, il y a une forme quand même de pression sociale aussi dans les entreprises pour voilà, faire de l'ESG, pour être propre, pour faire des choses qui sont bonnes pour l'environnement. Alors, il y a 3-4 ans, il y avait une pression sociale pour faire de la blockchain. Aujourd'hui, il y a une pression sociale pour faire effectivement des choses j'ai envie de dire, verte. Et donc forcément, quand vous parlez de Bitcoin, la première remarque qu'on va vous donner, c'est oui, mais est-ce que vraiment c'est compatible avec le fait qu'on veut être propre et bon pour l'environnement? Et en fait, quand on creuse la discussion et qu'on détricote un peu tous les arguments, qu'on dit ce que Pierre vient de dire, à la toute fin, quand on dit oui, mais vous pourriez, par exemple, si vous êtes une boîte dans l'énergie, je ne sais pas, utiliser une partie de votre parc pour les surplus, etc., pour miner du Bitcoin. Quand on leur explique tout ça, finalement, à la fin, l'argument qui vient, c'est oui, mais en fait, il faudrait quand même plutôt utiliser cette énergie pour faire quelque chose d'utile. Et donc, le vrai argument, en fait, quand on creuse et qu'on détricote tout, c'est qu'en fait, ils pensent que Bitcoin n'est pas utile. C'est pas une question de pollution. C'est qu'en fait, si vous pensez que quelque chose est inutile, ça polluera toujours trop. Même si ça consomme très peu d'énergie, si vous pensez que c'est pas utile, ça sera toujours trop polluant pour vous. Et donc pour moi, cet argumentaire de dire Bitcoin c'est pas écologique, en fait, il est souvent sorti par des gens qui sont pas convaincus de l'utilité sociale et sociétale de Bitcoin. Aussi parce que c'est des gens comme vous et moi qui vivent en France, qui avons l'euro, qui avons globalement une stabilité monétaire, en tout cas plus importante que dans d'autres pays. Mais voilà, les arguments qui, pour moi, contre le plus ces poncifs, c'est finalement plutôt des arguments qui retournent à l'utilité basique de Bitcoin. Tu as tout à fait raison de souligner ça. D'ailleurs, l'utilité se définit comme quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui permet en fait d'économiser de l'énergie ou d'en libérer. C'est ça ma définition de l'utilité. Et si j'ai écrit là-dessus, je vous invite à y réfléchir. Mais de toute façon, on peut toujours ramener un raisonnement économique et un raisonnement énergétique. Donc, de toute façon, l'utilité, c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui va vous économiser de l'énergie ou qui va te libérer de l'énergie. Donc, à partir du moment où vous avez intégré ça, effectivement, comme tu le soulignes, Claire, ceux qui n'ont pas compris l'utilité de Bitcoin, effectivement, vont pas pouvoir basculer mentalement dans un autre schéma que celui de la critique. Et pourtant, l'utilité sociétale de Bitcoin, elle est avérée dans évidemment tous les pays qui ont des difficultés avec leur monnaie ou qui n'ont pas leur propre monnaie nationale. Donc El Salvador, que tu as cité, en est l'illustration, qui est un pays qui n'a donc pas de monnaie nationale et qui utilisait le dollar exclusivement jusqu'à présent et qui a donc décidé de se dédollariser en utilisant Bitcoin en parallèle avec le dollar. Donc on a une très bonne illustration avec El Salvador. Il faut savoir que dans ces pays émergents d'Amérique centrale, etc., il y a à peu près la moitié de la population qui n'a pas de compte bancaire. Donc avec Bitcoin, on les a équipés d'un moyen de paiement et d'un compte Bitcoin. Je crois, en quelques semaines, on a multiplié par 3 le nombre de gens qui avaient accès à des services financiers de base, ce que le système bancaire traditionnel n'avait pas su faire depuis donc des décennies. Donc on est bien sur une utilité sociétale avérée dans des pays qui ne sont pas comme la France, qui ne sont pas comme l'Europe, où effectivement il y a des pays où il y a à peu près, je crois, 2 milliards de personnes, d'adultes sur cette planète qui n'ont pas de compte bancaire ou de service bancaire de base. Donc ça, c'est l'utilité sociétale de Bitcoin. Et effectivement, les gens bien nourris, parfois même certains fonctionnaires en France, se permettent de critiquer Bitcoin en oubliant qu'il est utile pour certaines personnes à l'autre bout de la planète. Donc je crois que tu as tout à fait raison de le souligner, Claire. C'est un débat qui nous ramène à l'utilité, donc à l'énergie. Voilà, alors pour parler un peu de Paymium, on a beaucoup parlé de Bitcoin, je vous dis un mot de Paymium. En 2021 a été notre meilleure année
depuis 10 ans, hein, tout simplement, puisqu'on a doublé notre chiffre d'affaires et on a passé le cap des 100 millions donc de volume, 100 millions d'euros échangés sur la plateforme en 2021. Donc il s'est passé quelque chose clairement en 2021. C'est lié à l'augmentation du cours, c'est lié à la dilution de l'euro, comme je l'ai dit, à cause de la crise Covid, qui fait que les gens se rendent compte des fragilités de l'euro et préfèrent mettre une partie de leur épargne en Bitcoin. Donc ça, on en a bénéficié, on va pas se mentir, mais on peut dire qu'on a su capter donc cette demande avec un produit qui n'arrête pas de s'améliorer chez Paymium. On a des releases aussi bien au niveau de l'appli mobile que du desktop. On a un produit qui s'améliore chaque année et on a encore pas mal de choses en cours pour 2022. Donc je pourrais vous parler, mais qui seront révélés au fur et à mesure de leur déploiement, et notamment effectivement le support des tokens et d'Ethereum pour compléter la panoplie, disons, des cryptos qu'on propose, notamment pour le trading. Voilà, c'était l'événement un peu de 2021. Donc sur les faits marquants, peut-être tu peux dire un mot, Claire, là-dessus. Oui, alors c'est toujours difficile de choisir, donc effectivement, vous en voyez certains sur la slide qui est là. Mais effectivement, il y a eu des seuils en termes de prix qui sont toujours marquants médiatiquement, mais aussi psychologiquement pour tout le monde. Donc il y a eu le fameux Bitcoin égale 1 lingot d'or, je crois, qui était plutôt en début d'année, voilà, au mois de février. Vous avez eu le record qui était proche des 60 000 euros, qui était au mois de novembre. Et puis après, vous avez un certain nombre d'étapes avec, par exemple, l'ETF Bitcoin en début d'année, et puis il y a eu finalement plein d'autres étapes au cours de l'année. On voit aussi un ETF en France qui se développe. Donc c'est vraiment une multiplicité d'étapes comme ça qui permettent aussi à tous les acteurs, à tous les professionnels d'adopter Bitcoin. On a Coinbase dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. On a eu toute une série d'acteurs dans Paymium qui ont obtenu l'agrément PSAN et ça a permis aussi de stabiliser cet écosystème. Et puis alors moi, ce que j'ai trouvé très significatif quand même, et pour moi c'est je pense le plus important cette année, c'est l'adoption de Bitcoin par le Salvador comme monnaie ayant cours légal, qui pour moi a donné un retentissement à Bitcoin qui allait bien au-delà de tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Parce que d'un coup, ça a fait de Bitcoin un élément politique, je dirais encore plus politique qu'avant. Et les États, les gouvernements, les institutions ont été obligés de se prononcer sur le sujet. On ne pouvait plus rester silencieux, donc tout le monde a été obligé d'aller regarder ce qui se passe. Et pour moi, ça incarne vraiment l'importance que prend Bitcoin désormais dans le paysage monétaire. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, tout à fait, je pense que c'est l'événement marquant. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit. Non, c'est clairement l'événement marquant en 2021. C'est la flambée du prix, le Salvador et Taproot. Oui, j'ai pas reparlé de Taproot. Les trois événements, disons, de 2021. Voilà, je pense qu'on arrive un peu au terme du bilan en 2021. Donc sur les perspectives, on a effectivement l'inflation qui reste un sujet pour les partisans de l'euro. Comme je vous le disais en préambule, l'inflation pour moi c'est l'inflation de la masse monétaire circulante. Donc là on a bien sûr beaucoup plus que 5% en vrai. Donc il y a juste un effet retard qui va se produire dans les prochains mois. Mais évidemment qu'on ne va pas rester à 5%, sauf si on continue à mesurer des produits dont le prix ne bouge pas parce qu'ils sont manipulés. Et c'est vrai qu'on voit toutes les grandes fortunes, alors quand je dis grande fortune, c'est entreprises comme particuliers, qui effectivement ne veulent plus avoir de l'argent sous forme de liquidité fiat sur un compte bancaire parce que ça n'a plus aucun sens. Donc ils sortent des liquidités et qui vont diversifier leur épargne dans des produits comme Bitcoin. Voilà, donc c'est clairement un sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en ce moment avec la création monétaire liée au Covid, ça rend le sujet effectivement plus visible. Et je crois qu'il y avait un article dans les Échos de quelqu'un, un responsable de l'INSEE, qui disait qu'il ne fallait pas parler d'inflation parce que ça faisait monter les prix. En fait, puisqu'effectivement, plus on c'est un cercle vicieux, en fait. Oui, c'est ça. Plus on se rend compte qu'il y a de l'inflation, plus on veut se débarrasser des euros. Donc moins l'euro vaut plus rien. Tout le monde si on commence à s'en rendre compte, effectivement, ça accentue le phénomène de baisse
de l'euro comme valeur perçue, puisque, comme je l'ai dit, c'est pas une preuve d'énergie, c'est une promesse d'énergie. Donc cette promesse, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus difficile à tenir. Et effectivement, plus on en parle, plus c'est gênant pour les partisans du monopole. Donc la solution, la sortie par le haut, c'est la fin du monopole, qu'on ait le choix de la monnaie qu'on veut utiliser. Et à ce moment-là, on aura une approche démocratique de la monnaie. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un système de monopole et de propagande. Le monopole ne pouvant se maintenir que par la propagande et la manipulation des chiffres, notamment du chiffre de l'inflation. Voilà, il y a d'autres pays, comme tu le dis, Claire, le sujet est devenu presque géopolitique grâce au Salvador. Hein, effectivement, avant c'était un sujet monétaire, financier, maintenant c'est aussi un sujet géopolitique, puisque il y a tout d'un coup les pays émergents. Alors quand j'étais petit, il y avait ce qu'on appelait les pays non alignés qui essayaient de sortir du paradigme du mur du rideau de fer, hein, de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. C'était les pays non alignés. Moi, aujourd'hui, je considère qu'effectivement, il y a les pays qui seront dédollarisés, enfin, qui vont sortir effectivement du paradigme de la monnaie, des zones monétaires, dollars, euros, etc., et qui vont vouloir être des pays non alignés au sens de la monnaie. Et pour ça, la solution pour eux, c'est Bitcoin. Donc, je ne sais pas si tu veux commenter cette carte. Oui, complètement d'accord. Alors, nous, on a sorti effectivement une étude récemment sur les perspectives pour 2022. Et c'est vrai qu'on a regardé un certain nombre de critères qui permettent de jouer à Madame Irma en étant un peu plus certain qu'en faisant du hasard. En se disant quels pourraient être les pays qui auraient un intérêt demain à adopter Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Et donc, effectivement, il y a des critères comme... effectivement le niveau d'endettement de ce pays, comme le niveau de bancarisation des habitants, comme le niveau de dépendance aussi à des expatriés qui veulent envoyer de l'argent au pays. Donc il y a un certain nombre de critères qui font que certains pays ont beaucoup plus d'intérêt que d'autres. Donc il y a des zones du globe, je pense à l'Afrique du Nord-Ouest, je pense à l'Amérique centrale bien sûr, parce qu'on a vu que forcément au Salvador ça avait généré des débats aussi dans les pays voisins. Mais en Asie de l'Ouest aussi, avec tout le Caucase et des pays comme le Tadjikistan, je pense que dans ces zones-là, il y a une probabilité peut-être plus importante qu'ailleurs de voir Bitcoin être adopté comme monnaie ayant cours légal. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps, mais moi je ne serais pas du tout surprise en 2022 de voir un nouveau Salvador, voire plusieurs arriver au même stade. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a des enjeux géopolitiques extrêmement importants parce que par exemple le yuan permet, on a vu que l'Afrique par exemple est achetée entre guillemets, les importations maintenant sont très dominées par la Chine, alors qu'il y a 10 ans, seulement 10 ou 20 ans, c'était la France et d'autres pays qui étaient prédominants. Donc on voit bien que l'aspect monétaire est vraiment au cœur des mouvements géopolitiques qu'on peut observer. Voilà, donc on voit aussi une croissance de Bitcoin, enfin une émergence de Bitcoin dans les marchés financiers traditionnels avec les ETF. Et effectivement, on peut citer Millennium Capital comme l'ETF Bitcoin français qui vient de se lancer, qui est en cours de levée. Il y a peut-être d'autres initiatives. Donc peut-être Claire, tu veux nous dire un mot si elles ne sont pas trop confidentielles. Non, c'est confidentiel, mais effectivement, on voit beaucoup de fonds qui veulent se lancer aussi sur les cryptos. On voit beaucoup d'acteurs financiers, et notamment des acteurs fintech. Je vois qu'il y en a plusieurs sur la slide ici, mais on voit des acteurs fintech qui jusqu'ici ont un peu fermé les yeux finalement sur les cryptos aussi, parce qu'ils avaient peut-être des relations déjà compliquées avec le monde bancaire, donc ils ne voulaient pas les complexifier en rajoutant cet élément qui était politiquement difficile. Mais on voit désormais qu'ils ont envie de se lancer dans la danse. Ils ont vu PayPal faire des annonces grandiloquentes il y a quelques mois. Donc forcément, les acteurs fintech en général s'intéressent maintenant aussi à Bitcoin et vont proposer petit à petit un certain nombre de services pour acheter des bitcoins, pour aller chercher du rendement aussi dans la crypto en général. Et donc forcément, ça va accélérer l'adoption des cryptos. Alors de manière totalement centralisée, mais ça va inciter, je pense, beaucoup de gens qui n'auraient pas été ouvrir un compte sur des acteurs purement crypto, utiliser tout simplement leur compte Lydia, PayPal ou autre pour aller acheter ces actifs-là. Donc à mon sens, c'est un grand levier d'adoption parce que ce sont des acteurs qui ont beaucoup d'utilisateurs tout simplement. Donc il y a un effet de seuil. Absolument.
Donc effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu en 2022 qui peuvent avoir un impact. Moi, je pense que l'impact majeur, c'est quand même le Covid au sens de la création monétaire qui est liée à la gestion de la crise, avec toutes ces promesses finalement qui sont faites aux gens, des promesses électorales, mais aussi de la distribution primaire de la monnaie. Donc ça veut dire beaucoup plus d'euros en circulation et ça veut dire effectivement une dilution de sa valeur et qui peut aller jusqu'à la perte de confiance dans la capacité à rembourser la dette, puisque la monnaie dette, effectivement, elle est supposée être remboursée. Vous savez, quand une banque émet de la monnaie, c'est ce qu'on appelle la taille de son bilan qui augmente, c'est-à-dire qu'elle attend des remboursements. Si ces remboursements n'arrivent pas, effectivement, c'est problématique. Alors, quand il s'agit de la Banque centrale, c'est pas très grave parce qu'il n'y a personne derrière. La Banque centrale, elle ne doit d'argent à personne. Donc, la taille du bilan de la Banque centrale est un chiffre totalement abstrait, puisqu'on est sur une création ex nihilo. Le seul inconvénient d'avoir une Banque centrale avec un gros bilan, c'est la confiance dans la capacité à rembourser ce chiffre. Mais ce chiffre est totalement fictif, puisque de toute façon, on est sur une création monétaire arbitraire et sans limite. Donc, effectivement, la conséquence majeure pour Bitcoin et les autres actifs, c'est que leur prix en euros va être effectivement... il y a une distorsion des prix, c'est le problème de la monnaie qui peut être créée en quantité illimitée, c'est qu'on aboutit à une distorsion des prix. Certains comparent ça un peu à l'économie planifiée dans l'ex-URSS, et on sait que l'URSS, c'est une histoire qui s'est mal terminée, donc en gros, les gens disent ça va mal se terminer aussi pour l'euro, pour la même raison, puisqu'on arrive sur une économie où effectivement, si la formation des prix est pas correcte, on arrive à des aberrations et à des choses extrêmement difficiles à gérer et avec des conséquences extrêmement négatives. Et l'étalon monétaire que représente le Bitcoin, un étalon énergétique, c'est justement ce qui permet de donner de la stabilité au système. Alors c'est toujours amusant d'entendre les banquiers centraux des monnaies fiat traditionnelles se présenter comme les garants de la stabilité monétaire alors qu'il n'y a pas d'étalon monétaire chez eux et qui sont sur des tailles de bilan énormes et totalement fictives, avec des gens qui commencent à questionner la pertinence du remboursement de la dette, puisque c'est un sujet évidemment éminemment politique, mais c'est celui de la confiance dans la monnaie traditionnelle. Et donc la seule sortie vers le haut dans ce cas-là, c'est la sortie du monopole, où à ce moment-là, on arrête de parler de confiance, puisqu'il n'y a pas de confiance dans quelque chose qui nous est imposé. Je ne peux pas dire que j'ai confiance dans l'euro, puisque je suis obligé de l'utiliser. Donc la question de la confiance ne se pose que si j'ai le choix. Si je n'ai pas le choix d'utiliser quelque chose, je n'ai pas besoin d'avoir confiance dans cette chose. Mais par contre, s'il y a des alternatives qui existent, les gens vont se tourner vers ces alternatives. Donc on l'a vu dans les pays émergents, où là, la monnaie des pays émergents peut avoir des comportements effectivement totalement erratiques. Et donc, c'est ceux-là qui vont se tourner naturellement, comme on l'a dit, vers Bitcoin, vers un étalon monétaire. Mais je crois que la cause principale, c'est effectivement cette capacité à créer de la monnaie ex nihilo, donc pour financer des promesses. Et ça, effectivement, c'est une tentation qui nous met sur une pente peut-être assez dangereuse. En tout cas, qui va avoir un impact sur les prix exprimés dans ces monnaies traditionnelles. Oui, je vois qu'il y a dans les événements à venir, je vois qu'on a écrit là élection présidentielle en plus de Mika. Moi, j'ai pas encore vu de candidat s'exprimer sur le sujet Bitcoin. Et donc, je serais très curieuse de voir dans les prochains mois si l'un ou l'une d'entre eux va le faire. On attend peut-être d'avoir... alors j'ai vu que la DAN avait sorti un certain nombre de communications ces derniers jours sur le sujet, donc ce serait intéressant de voir si certains candidats vont se positionner. Pour l'instant, c'est silence radio, donc l'impression qu'on peut avoir, c'est que finalement le choix d'un président, alors que ce soit le même qu'aujourd'hui ou d'un nouveau, je vois pas trop l'impact que ça pourrait avoir finalement sur Bitcoin, parce que a priori tous ces candidats sont dans le système fiat, en tout cas ils sont attachés à l'euro, donc je doute fortement que l'élection d'un tel ou d'une telle change drastiquement quelque chose au sujet, à moins qu'on ait des annonces de certains candidats dans les mois qui viennent suite aux demandes de la DAN de se positionner. De toute façon, le système, quand on dit le mot élection, à partir du moment où il y a élection, il y a promesse. Et s'il y a promesse, effectivement, on est une monnaie promesse donc, qui est créée
pour de l'énergie future comme l'euro est effectivement plus adapté. Donc il y a peu de chances que des candidats à des élections préconisent, se détachent en tout cas du modèle de la monnaie promesse, parce qu'ils en ont besoin pour financer leur... Sans forcément se détacher du modèle de la monnaie promesse, on pourrait avoir des candidats qui font des propositions un peu audacieuses pour l'industrie. Oui, c'est quand même pas impossible. On peut rêver, mais effectivement, c'est pas encore le cas. Tu as raison de le souligner, Claire. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Le numérique et la transition numérique, il n'y a pas que la transition écologique, il y a aussi la transition numérique. Voilà, donc on est sur les... Donc ça, c'est un rappel justement on parle d'écologie, donc de l'utilisation de l'énergie par les différents systèmes. Donc je vous ai souligné que l'or utilisait beaucoup plus d'énergie que Bitcoin. On le voit sur ce graphique, 114 TWh par an pour Bitcoin et 241 TWh pour l'or, c'est assez parlant. Le système bancaire dans son ensemble, lui aussi consomme évidemment beaucoup d'énergie. Là, pour le système bancaire, on est à peu près sur les mêmes chiffres que des systèmes comme YouTube par exemple, des vidéos en ligne ou des réseaux sociaux. C'est ce genre de consommation pour un réseau je dirais, très utilisé sur Internet. Donc on est sur des chiffres qui sont supérieurs à ceux de Bitcoin et qui se multiplient, puisqu'effectivement c'est... Oui. Alors pour nuancer ces chiffres, parce qu'en fait sur le système bancaire, on peut trouver plein de chiffres différents, en fait, parce que vous avez aussi des banques qui ne publient pas complètement leurs chiffres et qui ne publient pas notamment les conséquences de l'argent qu'elles investissent. Parce que c'est aussi toute la nuance. C'est comme aujourd'hui, on a une industrie Bitcoin qui est quand même encore naissante, même si elle mûrit. Finalement, dans Bitcoin, alors en tout cas à ma connaissance, vous n'avez pas d'entreprise ou de banque qui détient du Bitcoin et qui va l'investir par exemple dans les énergies fossiles comme peuvent le faire un certain nombre d'acteurs du monde financier, parce qu'ils vont investir dans des industries diverses et variées, et donc forcément ces investissements vont causer indirectement de la consommation d'énergie fossile. Et donc quand on compare les chiffres, c'est très compliqué en fait de comparer Bitcoin aujourd'hui avec le système bancaire qui est forcément beaucoup plus gros et qui contribue à d'éventuels dégâts environnementaux de manière indirecte. Donc ici, on compare encore un peu des pommes et des tomates, pour le dire comme ça. Mais ce sera intéressant de voir avec le développement de Bitcoin, finalement, quel est le bilan énergétique total de ces différents systèmes, en essayant de les comparer de manière plus fine. Oui, tout à fait. Il y a effectivement cet aspect-là que tu as raison de souligner, c'est l'impact sociétal et ses conséquences écologiques. Alors, sur le développement des NFT, je ne sais pas si c'est une perspective 2022. En effet, d'ailleurs, chez Paymium, nous travaillons sur le sujet des NFT. Et on aura des annonces dans le courant de l'année. Il y a des vraies applications des NFT. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas forcément le modèle de ce que nous, on a comme vision pour les NFT, notamment tout ce qui concerne les domaines de l'art, des œuvres d'art. On a quelques doutes sur les singes qui sont sous forme de tokens non fongibles. Mais c'est un vrai sujet, les NFT. Il y a des vraies applications tout à fait intéressantes, puisque en fait, qu'est-ce que c'est un NFT? Donc c'est un token non fongible, donc ça correspond à la tokenisation d'un actif qui est non fongible. Et il se trouve que dans la vraie vie, la plupart des actifs sont non fongibles, en effet. Donc ça, c'est intéressant. Je pense on peut parler, par exemple, de tout ce qui est carte de collection. On peut parler pour partie aussi de l'immobilier. Enfin, il y a beaucoup d'applications qui peuvent émerger de cette technologie. C'est juste qu'on ne sait pas encore vraiment laquelle. Ça se cherche encore un peu. Mais en tout cas, on s'intéresse beaucoup au sujet chez Paymium et on va proposer ça courant 2022 à nos clients. Hâte de voir ce que ça va donner. Effectivement, alors moi je vois beaucoup forcément de NFT, c'est un peu le nouveau buzzword. Et donc je vois à la fois des choses extrêmement intéressantes, notamment dans le domaine du gaming, et des choses un peu superflues. Hein. On voit souvent qu'à chaque bull run dans la crypto, on a des projets farfelus qui se développent. Donc c'est aussi comme ça que marche l'innovation. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est vrai que moi je le vois beaucoup dans les demandes clients que je reçois. J'ai beaucoup de demandes clients sur les NFT qui peuvent venir à la fois de grands groupes du CAC 40 comme de jeunes start-upers qui se lancent et qui ont vu des articles sur les NFT et qui se disent que
que c'est le prochain business à monter. Donc je pense aussi qu'on va avoir une rationalisation un peu des usages des NFT pour arriver vers quelque chose de plus mature et de plus rationnel. Oui, alors on peut dire que 2022 sera peut-être l'année des NFT. Nous, on pense qu'effectivement, ça a un peu mûri, en tout cas au niveau de la prise de conscience, mais c'est pas un sujet nouveau. Hein, ça existe depuis 2017, je crois, les CryptoKitties. On avait même les colored coins sur Bitcoin. Alors, il y avait absolument, il y avait aussi les counterparties, enfin les tout premières tentatives de NFT, ça remonte quasiment au début de Bitcoin. Mais disons qu'il y a eu les CryptoKitties qui ont mis le sujet un peu de manière un peu publique à l'époque. Et là, c'est plus des chats, c'est des singes. Mais enfin, je pense qu'il y a d'autres choses que l'équivalent des CryptoKitties pour usage. Et pour dire un mot, effectivement, sur Ethereum, on s'attend à avoir aussi un certain nombre de solutions de scalabilité. On a Lightning Network qui fonctionne sur Bitcoin, mais c'est vrai qu'Ethereum aujourd'hui est un peu en difficulté à cause de problèmes de scalabilité et de frais de transaction, ce qui a permis d'ailleurs à d'autres blockchains type Solana et autres d'émerger. Mais forcément, Ethereum continue sa construction et va probablement proposer des Layer 2 fonctionnels en 2022. Alors plus ou moins décentralisé, puisque la difficulté là-dedans, c'est évidemment la décentralisation. Et ce qu'on voit beaucoup quand même, ce sont des systèmes de fédération, hein, comme sur Liquid avec Bitcoin, avec donc cette sidechain Blockstream. Sur Ethereum, c'est assez centralisé. Sur Algorand aussi, que j'ai regardé un petit peu, tout ça est assez centralisé. Donc la difficulté, c'est ce qu'a réussi Bitcoin avec Lightning, c'est la décentralisation. C'est ça le vrai challenge. Et de mon point de vue, il n'y a que le critère énergie qui permet effectivement d'éviter d'avoir recours à des tiers de confiance et donc à une centralisation. Voilà, je crois qu'on est sur la fin de notre présentation. Des entrées en bourse, effectivement, il y a eu Coinbase qui était un événement majeur, surtout pour les banques qui ont vu que effectivement, il y avait tout d'un coup des acteurs crypto qui valaient plus qu'elles, notamment les banques européennes. Et puis là, il y a quelques acteurs, donc Claire, qui ont manifesté des velléités de le faire. Oui, en fait, pour aller vite, la crypto devient une industrie comme une autre, donc avec des acteurs qui entrent en bourse et qui viennent concurrencer les acteurs traditionnels. Donc ici, on a mis Kraken, eToro et BlockFi, mais il y en aura peut-être d'autres. En France, on a déjà 2 licornes qui sont de l'univers crypto. Donc forcément, cette industrie va continuer à progresser et ça, c'est très, très positif. Donc c'est effectivement une manière de s'exposer à l'écosystème crypto sans acheter des cryptos, pour ceux qui achèteraient ces actions. C'est vrai que c'est ce qu'on a vu avec Coinbase. Ceux qui préfèrent les actions aux cryptos. Moi personnellement, je ne suis pas sûr de ce modèle de la cotation en bourse, mais pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de nos slides et c'est le moment d'ouvrir le champ aux questions que vous pouvez avoir et on va essayer d'y répondre